Allez-y. Ok, très bien. Donc, chers étudiants, très heureux de vous voir une autre fois. Et donc, toujours dans la continuation de notre programme de formation pour le test final, tout en précisant que cette formation-là n'est pas destinée uniquement aux étudiants de septième année, mais destinée à tous les biologues, à tous les cliniciens qui désirent connaître l'interprétation des examens biologiques. L'hyperuricémie, donc pour le cours d'aujourd'hui, traitera l'hyperuricémie au-delà de la goutte, parce qu'en général, l'hyperuricémie est associée à la goutte, mais vous allez voir que l'hyperuricémie, c'est beaucoup plus que la goutte et elle dépasse ça en allant jusqu'à maladie cardiovasculaire, à l'hypertension, au syndrome métabolique. Et donc tout ça, on va le voir et le cours sera organisé selon trois grandes parties. Dans un premier temps, je vais vous rappeler donc les bases fondamentales métaboliques de l'acide urique. Après ça, nous allons voir les hyperuricémies au cours de la goutte, au cours de la prééclampsie et dans les maladies cardiovasculaires. Et je terminerai ce cours-là par la pathogénèse, c'est-à-dire comment l'acide urique provoquerait ces maladies-là et être à l'origine donc de l'hypertension, maladie cardiovasculaire, la prééclampsie. Regardez l'acide urique. L'acide urique, c'est cette molécule-là. Donc l'acide urique, c'est cette molécule-là qui, euh, qui a un poids moléculaire de 126 daltons. Ce poids moléculaire est très faible. Cela veut dire que l'acide urique ou implique automatiquement que l'acide urique va filtrer par les glomérules. C'est une faible molécule, plutôt pas faible molécule, une molécule de poids moléculaire très faible, et elle peut donc passer facilement la barrière glomérulaire parce que son poids moléculaire est de 126 daltons. L'acide urique, c'est le produit terminal du catabolisme des bases puriques adénine et guanine. Donc, après la mort des cellules, vous savez que les cellules nucléées contiennent de l'ADN. Et après la mort des cellules, toute chose a une origine et une destinée. L'adénine et la guanine vont former, qui sont des bases puriques, ils vont former l'acide urique. Alors que les bases pyrimédiques, comme la cytosine et la tyrosine et la thymine, et ce sont des produits, ils vont donner des métabolites très hydrosolubles, le CO2, le NH3 et la bêta-alanine. Donc, les bases puriques vont donner l'acide urique et les bases pyrimédiques vont donner des composés très, très, très simples. Donc, quelle est la fonction biologique de l'acide urique? La principale fonction de l'acide urique est un puissant antioxydant. En effet, les deux tiers du pouvoir antioxydant du plasma est dû à l'acide urique. Avec la vitamine C, la vitamine E et l'acide urique, ce sont les principaux antioxydants de l'organisme. Cependant, gardez là, j'ouvre une petite parenthèse, que l'acide urique peut être comme la celluloplasmie que vous connaissez et qui est associée à la maladie de Wilson. On l'appelle moonlighting protéine. Cette protéine-là peut changer d'activité en fonction du milieu où elle se trouve. Donc, l'acide urique peut être antioxydant et il peut être un pro-oxydant comme nous allons le voir dans les prochains slides. Alors, avant de vous parler de l'acide urique, comment on contrôle son homéostasie par le rein, j'aimerais parler de son origine. Quelle est l'origine? Et quand on parle de l'origine de l'acide urique, on parle de l'origine des bases puriques. Alors, regardez ici les bases puriques. Les bases puriques ont trois principales origines. Une origine alimentaire ou entière, la voie des pentoses phosphate, la voie de Novo, c'est une voie où l'acide urique est fabriqué en 11 étapes à partir de composés très simples comme les acides aminés, le radical méthyle, le CO. Donc, en 11 étapes, il est fabriqué à l'intérieur de l'organisme. On l'appelle la voie de biosynthèse de Novo. Et il y a aussi une autre voie de récupération après la mort cellulaire. Au lieu que l'adénine et la guanine vont donner l'acide urique, ils vont être récupérés pour reconstituer du nucléotide
grâce à des enzymes, l'HGPRtase, hypoxanthine guanine phosphoribosyle transférase, et grâce à l'adénine phosphoribosyle transférase, deux enzymes de récupération. Et cette voie-là, on l'appelle la voie vicariante ou la voie salvatrice. Là, j'aimerais vous parler d'une pathologie qui est associée au déficit en HGPRtase, celle qui récupère la guanine et l'hypoxanthine qui sont des bases puriques. L'hypoxanthine, bien sûr, ne rentre pas dans la composition de l'ADN, mais c'est une base purique. Et donc, cette enzyme-là, lorsqu'elle est déficiente, elle est responsable d'une maladie qu'on appelle la Leishmanian disease. C'est une maladie très, ce qu'on appelle bizarre. Heureusement qu'elle est rare. Elle est liée au sexe. La femme est conductrice et l'homme est atteint, le garçon est atteint. Et donc, c'est une maladie héréditaire, rare, liée au sexe, caractérisée par un syndrome métabolique et un syndrome neurologique. Alors, le syndrome métabolique, ce sont une hyperuricémie dès la naissance, avec une hyperuricurie, présence donc d'acide urique dans les urines, qui va se développer en calculs rénaux. Et il y a un syndrome neurologique, dystonie, choréoathétose et un syndrome bizarre d'automutilation. L'enfant, il va enlever ses ongles, il va mordre ses doigts, et donc là, vous voyez une protection. Il protège ce qu'on appelle donc les dents, il bloque les dents afin qu'il ne coupe pas ou qu'il ne prenne pas ses ongles et qu'il ne ronge pas ses ongles. Et donc ses ongles et ses doigts, c'est un véritable syndrome d'automutilation. Il est dû, dans ma vie, à vrai dire, durant toute ma vie, j'ai pratiquement, on a diagnostiqué un seul cas de maladie de Leishmanian et les pédiatres, ceux qui vont faire la pédiatrie, doivent connaître ce syndrome-là qui est caractérisé par une hyperuricémie, hyperuricurie et un syndrome bizarre d'automutilation. Il faut savoir que les enfants généralement ne dépassent pas la 10e année, leur anniversaire de 10e année, donc ils sont généralement décédés. Alors maintenant, on a vu que les bases puriques proviennent donc soit de l'alimentation, soit ils proviennent par une synthèse de l'organisme de nouveau, soit ils sont récupérés. Après la mort de la cellule, regardez, donc l'adénine et la guanine vont donner l'acide urique en 2 à 3 étapes à peu près. L'adénine en 3 étapes, la guanine en 2 étapes. Regardez cette enzyme-là, la xanthine oxydase, cette enzyme-là qui catalyse donc la production de l'acide urique. Cette enzyme-là est bloquée par l'allopurinol ou xylurique, qui est un hypouricémiant. C'est un inhibiteur compétitif de cette enzyme-là. Alors, j'avais dit au départ que l'acide urique était un puissant antioxydant, mais regardez, la formation de l'acide urique s'accompagne de radicaux libres oxygénés, l'anion superoxyde. Autrement dit, l'acide urique est un antioxydant qui va neutraliser ça, mais en même temps, il les produit, il provoque donc la formation de ces radicaux libres oxygénés. Alors, l'acide urique maintenant, dans le plasma, dans le sang et dans les urines, comment il est? Alors, dans le sang, il va fixer du sodium, c'est ce qu'on appelle l'urate monosodique. Alors que dans l'urine, puisque l'urine a un pH 5, l'acide urique va se trouver sous cette forme-là, une forme libre. L'acide urique libre, urate monosodique. Et c'est l'azote numéro 9 qui a un pK de 5,8 qui va faire switcher ces deux formes-là de la forme monosodique à la forme libre. Donc, dans les urines, c'est cette forme-là qui est dominante, alors que dans le sang, c'est cette forme-là qui est dominante. Cette forme-là, elle est très soluble par rapport à cette forme-là. C'est pour cela, lorsqu'il y a des calculs urinaires qui contiennent de l'acide urique et non pas du calcium, on demande à la personne de prendre des boissons qui sont des solutions ou des boissons alcalines afin d'alcaliniser l'urine et l'acide urique passe de cette forme-là à cette forme qui est très soluble. Mais attention, la limite de solubilité de l'urate monosodique est 68 mg, c'est-à-dire en deçà de cette valeur-là, l'acide urique peut se déposer dans les artères ou dans les articulations et provoquer ce qu'on appelle la goutte. Mais attention, comme nous allons le voir, les hyperuricémies n'évoluent pas toujours vers la goutte. Donc,
Après sa synthèse, donc à partir du catabolisme des bases puriques, l'acide urique aura cette destinée-là, c'est d'être éliminé. Alors, 30%, ça sera éliminé par les intestins et 70% éliminé par les reins. Alors, là, je précise une chose importante. Le rein joue un rôle capital dans le maintien de l'homéostasie de l'acide urique. Le rein est pratiquement, c'est l'organe le plus important qui va maintenir la concentration en acide urique stable. Alors, regardez ici. J'ai dit que l'acide urique est une molécule dont le poids moléculaire est très faible, donc elle peut filtrer aisément. Et regardez ce qu'elle fait au niveau, comment elle évolue dans le tube proximal. Alors, l'acide urique est réabsorbé, puis il est sécrété et il est réabsorbé. Et à la fin, ce qui sort, c'est 8 à 12% de la quantité filtrée. Autrement dit, la 90% de l'acide urique qui est filtré sans réabsorber reviennent dans le sang, ce qui sort que 10%. Donc, la quantité d'acide urique filtré quotidiennement par les glomérules sang, 0,12, ça correspond à la filtration glomérulaire, 120 millilitres par minute, là c'est par litre. 50, c'est la concentration en acide urique moyenne 50 mg, 60, c'est 60 minutes par 24 heures. Donc, la quantité d'acide urique qui est filtrée par 24 heures est de 8640 mg par 24 heures, dont 90% sont réabsorbés, ce qui correspond à 7776 mg par 24 heures qui sont réabsorbés. C'est énorme. Et donc, la plupart des hyperuricémies ou des hypouricémies sont d'origine tubulaire. Maintenant, regardez le rein, comment il régule cette réabsorption. Il y a pas mal de transporteurs qui vont jouer le rôle dans la réabsorption-sécrétion de l'acide urique. Parmi ces transporteurs, j'aimerais parler deux principaux, l'uratoine et le glutamine. L'uratoine, Urate Transporter 1, cet uratoine a une spécificité. En réabsorbant, là c'est la lumière urinaire, en réabsorbant une molécule d'urate, d'accord, il va éliminer un anion organique comme les corps cétoniques, le lactate ou bien l'aspirine, les anions monocarboxyliques, donc il élimine. C'est pour cela qu'au cours des hyperlactacidémies ou hyperlactatémies, au cours du diabète décompensé, là où il y a les corps cétoniques ou l'aspirine, vous allez trouver des hyperuricémies parce que ce turnover va être accéléré en prenant pour éliminer un corps cétonique, pour éliminer de l'aspirine, pour éliminer le lactate, donc je réabsorbe l'urate dans le sang. Et dans ce cas-là, il y a une hyperuricémie secondaire à l'augmentation du lactate des corps cétoniques et à l'augmentation de la quantité de l'aspirine. En plus de ça, nous avons le glutamine. Celui-là, il joue un rôle aussi dans la réabsorption de l'urate. En même temps, il fait passer l'urate, mais il fait passer le glucose et le fructose. Et c'est pour cela qu'au cours les alimentations très riches en fructose peuvent provoquer une augmentation de l'acide urique dans le sang. Alors, la mutation du gène qui code l'uratoine est associée à l'hypouricémie juvénile idiopathique. Je vais en parler après. Attention, parce qu'il n'y a pas que les hyperuricémies. La plupart du temps, les hypouricémies dans la concentration, lorsque la concentration d'acide urique est inférieure à 20 mg par litre, donc 20 mg par litre, les hypouricémies ne sont pas diagnostiquées, alors qu'elles peuvent être responsables d'insuffisance rénale, comme nous allons l'expliquer un peu plus loin. Alors, quelles sont les valeurs usuelles? Alors, les valeurs usuelles pour l'homme, c'est de 30 à 68, chez la femme de 25 à 60, chez l'enfant et adolescent, c'est inférieur à 55 mg par litre. Il faut savoir que la limite de la solubilité de l'acide urique est de 68 et non pas de 70. On est pratiquement certain que l'acide urique, c'est-à-dire il n'y a pas de doute, ne devient pas, l'urate monosodique dans le sang devient peu soluble lorsque la concentration dépasse les 67 mg par litre. Il peut se déposer dans les articulations ou bien dans les tissus. Alors, maintenant, quels sont les mécanismes de l'hyperuricémie? Pour provoquer ou générer une hyperuricémie, il y a deux choses. Ou bien une overproduction, c'est-à-dire une surproduction d'acide urique,
dans le cas de l'emballement de la voie de Novo, etc., où là, un apport alimentaire très, très important, ou bien un défaut d'excrétion des urates au niveau rénal. Et ça, ce sont les principales causes, surtout ça, principales causes ou les causes les plus fréquentes des hyperuricémies. Donc, il y a uniquement deux mécanismes qui peuvent expliquer une hyperuricémie. Alors maintenant, ce tableau-là, je vous le donne, il vous montre les agents qui augmentent le taux d'urate et les agents qui diminuent le taux d'urate. Les agents qui augmentent le taux d'urate sont l'aspirine à faible dose, les diurétiques, lactate, acétate, je viens de l'expliquer, hydroxybutyrate aussi, c'est un dérivé monocarboxylé, cyclosporine, tacrolimus, éthambutol, pyrazinamide, utilisé dans le traitement antituberculeux, chimiothérapie, la lévodopa, tout ça, il augmente le taux d'urate. Ceux qui diminuent ou les substances qui diminuent la concentration d'urate sont l'aspirine à forte dose, le losartan, félofibrate, allopurinol, amlodipine, les œstrogènes, la calcitonine et le probénécide. Ce tableau-là aussi va vous donner une idée sur les hyperuricémies secondaires et les hyperuricémies primitives. Alors, les hyperuricémies primitives ou idiopathiques, ce sont les anomalies génétiques, comme exemple le déficit en AGPRase que nous avons vu, ou bien sur la voie de biosynthèse de nouveau, parce que je vous ai dit que la synthèse des bases uriques se fait en 11 étapes à partir de composés de base très très simples. Et chaque étape, c'est une enzyme. Donc, une enzyme peut être emballée et donc est fabriquée des quantités importantes d'acide urique. La goutte idiopathique. Maintenant, les hyperuricémies secondaires. Regardez cette liste-là. La prise d'alcool, l'alimentation riche en fructose, les diurétiques acédicoulants. C'est pour cela un sujet sur le diurétique doit être surveillé non seulement sur le plan ionogramme, mais sur le plan acidurique. Les leucémies et les lymphomes par multiplication cellulaire qui dit beaucoup de cellules, dit beaucoup d'ADN, beaucoup d'acide urique. Le psoriasis, beaucoup de cellules aussi. Corps cétonique élevé, hyperlactatémie rentre dans le cadre du turnover au niveau de l'uratroine. L'aspirine à faible dose aussi rentre ici dans le cadre d'hyperlactatémie corps cétonique. Syndrome métabolique, hypertriglycéridémie. Alors là, il y a une association que je vais expliquer après quand je vais parler des maladies cardiovasculaires et acide urique. L'acide urique est associé dans 30 à 40% à des hypertriglycéridémies. Autrement dit, il y a déjà comme une personne avec une hypertriglycéridémie, demandez l'acide urique et vous allez le trouver élevé dans un tiers des cas. L'insuffisance rénale et aussi certaines glycogénoses. Je vous donne un exemple de glycogénose, la glycogénose de type 1, la maladie de Van Gierk ou la maladie de Van Gierk. Donc, la maladie de Van Gierk, qu'est-ce qu'il y a? Un déficit en glucose 6-phosphatase et elle va provoquer une hyperlactatémie, une hypertriglycéridémie et donc je serai dans les hyperuricémies secondaires. Maintenant, donc, l'acide urique est impliqué directement dans la goutte. C'est une cause de la goutte. Il est responsable de la lithiase rénale, il n'y a pas de doute. Mais l'hyperuricémie asymptomatique est considérée, parfois elle est asymptomatique, l'hyperuricémie jusqu'à 110-115 mg par litre, il n'y a pas de goutte, il n'y a pas de crise de goutte. Donc l'hyperuricémie asymptomatique est considérée comme un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, l'hypertension et la dyslipidémie. Alors, s'il est certain que l'hyperuricémie est responsable de la goutte et de la dyshiase, pour les autres pathologies que je viens de citer ici, l'hypertension, le diabète, le syndrome métabolique, maladie cardiovasculaire, il n'est pas encore, c'est un facteur de risque, mais il n'est pas très fort. C'est-à-dire que les études épidémiologiques sont contradictoires. Personnellement, avec mon expérience, ce que je vois dans les laboratoires, ce que je vois en clinique, je pense qu'il faut considérer, comme je suis avec les scientifiques qui le classent comme un facteur de risque et pour moi, il est parmi les plus importants. Je vais l'expliquer après. Donc, on va dire quelques mots sur la goutte. Regardez là, c'est un tofu. Donc, c'est un tofu. Il est là. Regardez ici. C'est de l'accumulation de l'acide urique avec un tissu inflammatoire qui peut aller jusqu'à la chirurgie. Donc, la goutte, c'est quoi? C'est une maladie rhumatismale inflammatoire chronique dont le gold standard
du diagnostic est la présence de microcristaux d'acide urique dans les lésions articulaires. C'est l'une des maladies inflammatoires, des rares maladies inflammatoires où la cause est connue. Et le gold standard, c'est le diagnostic, la présence de microcristaux au niveau des tissus. Elle est fréquente chez l'homme, entre 40 et 60 ans, et rare chez la femme non monopausée. Alors là, je l'ai bien souligné, l'hyperuricémie n'est pas un synonyme de goutte. Ce n'est pas une condition, c'est-à-dire une hyperuricémie n'est pas toujours synonyme de goutte, parce que 10% uniquement de cette hyperuricémie qui évolue vers la goutte. Autrement dit, 90% des hyperuricémies sont asymptomatiques. Mais s'il n'y a pas de goutte, il y a le risque de maladie cardiovasculaire, le risque donc d'AVC, il y a le risque de syndrome métabolique. Et donc, c'est pour cela qu'il faut suivre les sujets hyperuricémiques, même s'ils n'ont pas de goutte, pour les autres pathologies. Au cours de la crise aiguë, c'est-à-dire la crise de goutte, la concentration d'acide urique peut être normale ou basse. Donc, la plupart du temps, au cours de la crise, pourquoi? Sinon, on nous disait jadis que l'acide urique est consommé au niveau du gros orteil, au niveau des articulations. Mais ce n'est pas vrai. Il est normal, la concentration d'acide urique est normale ou basse parce qu'il y a sécrétion d'ACTH à cause du stress qu'occasionne la crise aiguë, et c'est parce qu'il y a aussi la synthèse des cytokines pro-inflammatoires qui sont urico-uriques, c'est-à-dire ils laissent passer les urines, ils laissent passer l'acide urique dans les urines. Donc, attention, hyperuricémie n'est pas un synonyme de la maladie goutteuse. Alors, pour les critères diagnostiques, vous les aviez fait dans les cours, et c'est pas le but de mon topic ici, c'est d'expliquer l'acide urique en tant que molécule. Donc, les critères diagnostiques sont cliniques, biologiques et radiologiques. Le diagnostic différentiel de la goutte doit se faire avec la pseudo-goutte parce qu'ils peuvent donner la même symptomatologie. La crise aiguë de la goutte peut être confondue avec la pseudo-goutte. Et dans le deuxième cas, la pseudo-goutte, il y a des dépôts de cristaux de pyrophosphate de calcium. Pyrophosphate de calcium. Alors, après la goutte, acide urique et maladie cardiovasculaire. Comme je l'avais dit, l'acide urique, rien sur le plan épidémiologique qui confirme ou infirme l'implication de l'acide urique en temps, c'est-à-dire les études épidémiologiques. Plus exactement, je voulais dire que l'acide urique, il n'y a pas d'études catégoriques qui le classe comme un facteur de risque. Il n'y a pas d'étude aussi catégorique qui l'élimine en tant que facteur de risque. Alors, il est considéré par un très grand nombre de chercheurs comme un facteur émergent du risque cardiovasculaire, responsable de l'athérosclérose, de l'hypertension, de maladies cardiovasculaires et de l'AVC. Et donc, c'est un facteur de risque émergent. Il est encore c'est-à-dire sous contrôle, sous plusieurs études se font actuellement pour avoir plus d'informations concernant l'acide urique. Et il y a, les études sont très très nombreuses. Je vous donne ici l'implication de l'acide urique comme un facteur de risque, publication donc de Venezuela. Et là, c'est une publication, je pense, elle est anglaise si je ne me trompe pas, le journal de rhumatologie, et qui parle de l'acide urique comme et maladie cardiovasculaire et le syndrome métabolique. Et donc, l'acide urique peut être considéré comme un facteur émergent de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, il est actuellement bien admis que l'hypertriglycéridémie est athérogène. On va faire un cours, Inch'Allah, à partir de septembre, parce que là, on est à la fin de l'année, entre guillemets, mais on est tous fatigués. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de repos et commencer à partir de septembre. Là, je vais vous faire les 10 épidémies. Je vais vous parler du risque athérogène de l'hypertriglycéridémie. Il est actuellement bien admis que l'hypertriglycéridémie est athérogène. C'est comme l'hypercholestérolémie. Et que 30 à 40% des sujets hypertriglycéridémiques ont une hyperuricémie. Autrement dit, un sujet qui a une hypertriglycéridémie, il faut chercher. Alors, le lien entre l'hypertriglycéridémie et l'hyperuricémie, ça, c'est le métabolisme des lipides et ça, c'est le métabolisme des purines. On ne connaît pas vraiment le lien. Probablement, ça se joue au niveau rénal.
mais il faut savoir qu'ils sont associés de 30 à 40%. Et cette association, pour moi, je le dis bien pour moi, elle est explosive et plus dangereuse que l'hypercholestérolémie. J'ai fait un travail il y a de ça 5 années à peu près avec le professeur Libouche au niveau de l'hôpital Parly. On a pris les malades hospitalisés pour syndrome coronarien aigu. On a fait les bilans de ces malades-là un jour après leur hospitalisation et on a fait le dosage de tous les paramètres, même de la troponine ultrasoluble, etc. Et ce qu'on a retrouvé, 5% uniquement des malades hospitalisés en urgence pour syndrome coronarien aigu avaient une hypercholestérolémie. Cependant, on a trouvé 40% des malades avaient une hypertriglycéridémie associée à une hyperuricémie. Le mécanisme associant ces deux métabolismes n'est pas clair. Cependant, le risque cardiovasculaire lors de leur association est très fort. Alors, l'acide urique et pré-éclampsie. Comment évolue l'acide urique à l'état normal au cours de la grossesse? Donc, au cours des premiers mois de la grossesse, la concentration en acide urique chute de 25 à 35%. Autrement dit, au cours des premiers mois de la grossesse, généralement, l'acide urique est inférieur à 45 mg durant les 2 premiers trimestres. Il est inférieur à 45 mg par litre. Des valeurs supérieures à 45-50 doivent normalement vous alerter. Vers la fin de la gestation, les concentrations augmentent pour atteindre celles des non-gestants, c'est-à-dire 40 à 60 mg. L'augmentation de l'acide urique chez les femmes qui développent la prééclampsie a été remarquée dès la 10e semaine de la gestation et non pas au 3e trimestre. Et on a remarqué ça que l'hyperuricémie peut se manifester dès la 10e semaine de gestation. Donc faites attention si vous trouvez de l'acide urique élevé dès la 10e semaine de gestation, il faut faire attention et elles peuvent développer, ces femmes-là peuvent aller vers la prééclampsie. Et les études qui ont été faites ont rapporté une corrélation positive entre des taux élevés d'acide urique et les effets adverses, c'est-à-dire les effets néfastes sur la mère et sur le fœtus, c'est-à-dire un pronostic un petit peu sévère sur le fœtus et sur la mère, et donc pour la mère, et donc il faut faire très très attention concernant les hyperuricémies. Il faut savoir que 5 à 7% de toutes les grossesses se compliquent de prééclampsie. C'est quelque chose qui est important, fréquent. Regardez, 5 à 7%. C'est un syndrome, c'est quoi? C'est un syndrome vasculorénal hypertensif du dernier trimestre de la grossesse, dont les principales caractéristiques sont l'hypertension et la protéinurie. Maintenant, la protéinurie n'est pas indispensable de diagnostic de la prééclampsie. L'hypertension, généralement, suffit avec d'autres signes. La pathogénie de la prééclampsie est complexe, c'est-à-dire comment elle est provoquée, pourquoi elle survient chez certaines femmes, ne survient pas, mais probablement c'est dû à des facteurs génétiques, immunologiques et environnementaux. L'augmentation de l'acide urique au cours de la prééclampsie est non seulement due à la diminution du débit de filtration, mais également à la lésion cellulaire placentaire, mort des cellules, beaucoup d'ADN, et ou à l'augmentation de l'activité de l'axanthine oxydase. Alors, regardez ce slide-là que j'ai fait pour vous. Donc, regardez pour expliquer la pathogénèse de la prééclampsie. Donc, la prééclampsie est développée, on ne connaît pas la cause, probablement des facteurs environnementaux, génétiques, immunologiques. Ils vont provoquer la prééclampsie. La prééclampsie va diminuer le début de filtration glomérulaire. Il y a une hyperactivité de l'axanthine oxydase et une lésion endothéliale. Ça va provoquer une hyperuricémie. Laquelle l'hyperuricémie donc devient ici un marqueur de la prééclampsie. L'hyperuricémie va provoquer, et ce que je vais expliquer dans le prochain slide, va provoquer un stress oxydatif et une inflammation aseptique sans présence de germes. Il va provoquer une inflammation, lequel, donc le stress oxydant, va entraîner une consommation d'une eau, monoxyde d'azote qui est un puissant vasodilatateur et de protecteur des vaisseaux et de l'endothélium, et libération des médiateurs inflammatoires qui vont encore aggraver donc la prééclampsie. Autrement dit, l'acide urique est un signe de souffrance
fœto-maternelle et placentaire en même temps. Donc, c'est un marqueur. Mais après sa synthèse, il va encore aggraver la prééclampsie. Regardez bien ça. Non seulement c'est un facteur, un marqueur d'une pathologie, mais il va encore l'aggraver. Alors, la pathogénèse de l'acide urique ou la pathogénie de l'acide urique. Comment l'acide urique va-t-il provoquer ces pathologies-là? C'est en provoquant dans un premier temps un stress oxydant et le processus inflammatoire. Alors, c'est quoi le stress oxydant? Le stress oxydant se définit par un déséquilibre entre la production d'espèces radicalaires, de l'oxygène, et les capacités cellulaires antioxydantes. Regardez ce slide-là. Alors, dans l'organisme, on y a normalement un équilibre entre les agents antioxydants, représentés ici par la vitamine C, la vitamine E, la superoxyde dismutase, catalase, peroxydase, la GPX et l'acide urique, et les systèmes pro-oxydants. Normalement, on est dans un état d'équilibre comme ça. S'il y a production, il y a leur épuration, élimination. Mais parfois, ces systèmes-là sont déficients. On a un déficit en vitamine D, on a un déficit en vitamine E. L'acide urique, sa concentration est trop faible. Alors, les radicaux libres vont augmenter. Ces radicaux libres, la plupart du temps, sont provoqués par la mitochondrie, synthétisés par la mitochondrie. Et cette situation de déséquilibre entre les systèmes antioxydants et les systèmes pro-oxydants s'appelle un stress oxydant qui va provoquer des dommages oxydatifs sur l'ADN, sur les protéines, sur les lipides et provoquer donc l'inflammation et les lésions endothéliales. Ça. Alors, l'acide urique, comment va-t-il provoquer un stress oxydatif? Regardez ce schéma-là. Je vous ai dit, lorsqu'on avait parlé de la synthèse de l'acide urique, que l'acide urique est synthétisé grâce à la xanthine oxydase et qu'au cours de sa synthèse, il y a production de radicaux libres. Radicaux libres, le O2-, ici, ça s'appelle l'anion superoxyde. C'est l'anion superoxyde. Cet anion-là superoxyde, produit en grande quantité lors de la synthèse de l'acide urique, va neutraliser le NO. Et le NO est un puissant agent de la vasodilatation de protection endothéliale. Donc, la diminution de la concentration de la biodisponibilité du NO va entraîner des lésions endothéliales. En plus de ça, le O2 va réagir avec d'autres espèces pour provoquer donc la synthèse d'autres radicaux libres oxygénés qui vont entraîner une situation de stress oxydatif responsable ou aidant au développement de ces substances-là, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, l'athérosclérose, l'hypertension, le diabète, le Parkinson et l'arthrite donc gouteuse. Maintenant, l'acide urique, en même temps, il va provoquer un stress oxydant. L'acide urique peut être à l'origine d'une inflammation aseptique, c'est-à-dire sans germe. Regardez, caught red-handed, uric acid is an agent of inflammation. Autrement dit, pris main dans le sac. Main dans le sac. L'acide urique est un agent de l'inflammation en activant les NLRP3 inflammasomes. Regardez ici ce schéma-là que je vais expliquer. Donc, après la mort des cellules, ici, il y a libération de l'acide urique. L'acide urique au niveau plasmatique, il devient monosodé. Il capte le sodium, c'est l'acide urique monosodique. L'acide urique monosodique va être capté par les anticorps. Et là, sa captation avec les anticorps, il va former des petits microcristaux, donc les cristaux d'acide urique et les anticorps vont être fixés par les cellules macrophagiques et les cellules présentatrices d'antigènes, antigènes présentatrices cell. Donc, les cellules présentatrices d'antigènes et les macrophages. Donc, il est capté, phagocyté. Il va stimuler un système très complexe. Peut-être, Inch'Allah, on aura un cours sur les inflammasomes, NLRP3. Ces inflammasomes, c'est un ensemble de protéines qui a un rôle dans le développement de la réaction inflammatoire. Et donc, stimule ces inflammasomes, lesquels vont stimuler la synthèse de l'interleukine 1 bêta et des cytokines pro-inflammatoires qui vont donc amplifier la réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire s'appelle une réaction inflammatoire aseptique
c'est-à-dire ça ne nécessite pas toujours un germe pour provoquer une réaction inflammatoire. Et ce qui fait l'acide urique au niveau des jointures en donnant une réaction inflammatoire, la crise aiguë de la goutte, qui est aseptique, sans germe là, uniquement les cristaux, parce qu'ils ont provoqué une réaction inflammatoire avec, en présence des cellules présentatrices d'antigènes et des phagocytes. Bon, pour résumer tout ça, ce slide-là est fait aussi pour vous résumer quelles sont les causes et la conséquence d'une hyperuricémie. Donc, parmi les causes de l'hyperuricémie, la dégradation cellulaire, leucémie myéloïde, chimiothérapie, emballement de la voie de biosynthèse de novo, celle qui est formée de 11 étapes, l'insuffisance rénale chronique, un apport excessif en alcool, fructose, purine, le polymorphisme des transporteurs qui peuvent être mutés, où il y a une variation de base, polymorphisme, donc ça va provoquer une hyperuricémie. L'hyperuricémie va provoquer un stress oxydant, une inhibition du monoxyde d'azote qui est un puissant agent de la vasodilatation, une inflammation, une prolifération des cellules musculaires lisses et un dysfonctionnement endothélial, ce qui va entraîner la prééclampsie, l'HTA, le diabète, syndrome métabolique, AVC, IRC, calcul. Je ne dis pas que l'acide urique, il faut bien me comprendre, il est à l'origine de tout. Certes, oui, pour l'insuffisance rénale chronique, il est à l'origine, parce qu'il y a formation de calculs rénaux et de l'insuffisance rénale chronique, il est à l'origine. Mais pour les autres pathologies, c'est un facteur qui pourrait être déterminant dans le développement de toutes ces pathologies-là. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut garder? L'acide urique est le produit terminal du catabolisme des bases puriques. Selon sa concentration, le milieu où il se trouve, le mécanisme sous-jacent à son augmentation, l'acide urique peut être pro-oxydant ou antioxydant. Il faut garder que dans le plasma, il est antioxydant à l'intérieur des cellules, parce qu'on a trouvé dans les cellules endothéliales, dans les cellules musculaires, de l'acide urique qui pénètre. Donc, il y a des transporteurs d'acide urique dans les cellules endothéliales, dans les cellules musculaires. Donc, il est oxydant, pro-oxydant. Son augmentation est associée à l'HTA, au diabète, au syndrome métabolique. Et là, il faut pas l'oublier. Là, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Faire attention à l'association acide urique hypertriglycémie, retrouvée dans 30 à 40%. Et c'est une association aussi dangereuse, si ce n'est plus dangereuse que l'hypercholestérolémie. Maintenant, une valeur basse en acide urique, et là, pratiquement, je n'ai jamais vu dans ma vie d'exercice, pratiquement 25 ans d'exercice de la biochimie, je n'ai pas vu un médecin qui m'a demandé des explications pour des acides uriques qui sont bas, inférieurs à 20 mg. Doivent inciter donc le clinicien à chercher les causes d'hypouricémie, souvent non diagnostiquées. Je ne vais pas faire un cours sur les hypouricémies, mais je vous ai trouvé deux articles récents, l'un de 2018 et l'un de 2019, qui vous donnent l'explication des hypouricémies. Donc, à vous de les télécharger parce qu'ils sont accès libre. Donc, téléchargez-les et commencez à travailler pour avoir une idée sur les hypouricémies. Donc, je terminerai par une petite publicité. J'ai la fin de l'année 2019, donc j'ai publié un livre qui s'appelle Réussir son test final. Il contient 155 QCM commentés, 9 cas cliniques qui sont commentés, un tableau et formules d'utilité pratique, donc toutes les formules utilisées en biologie et les valeurs de référence. Alors, pour le point de vente, il est chez Copinette, rond-point Châteauneuf. Les étudiants le connaissent, ils font les photocopies. Donc, rond-point Châteauneuf, faculté de médecine Zeynadia, et le prix est à 1300 dinars. Et je suis certain qu'il vous plaira parce qu'il y a tout ce qu'on fait actuellement avec des explications. Ça a été travaillé avec des cliniciens, des cas cliniques où il y a la biologie et la clinique, donc ça vous aidera à interpréter correctement les biologiques. Et si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourserai sans problème. Alors maintenant, à la fin, je vous souhaite bonnes vacances. Bon, disons bonnes vacances parce qu'il y a mais quand même, c'est les vacances. J'espère vous revoir, Inch'Allah, à l'entrée en septembre avec des nouveaux cours. Et il y en a pas mal de cours qui sont à cheval entre la clinique et la biologie.
et je n'oublierai pas les gens qui meurent par corona, Allah yarhamhum, ou ils meurent par d'autres pathologies. Et في هذا اليوم تاع الجمعة donc je souhaite que ربي يرفع علينا هذه الجائحة تاع الكورونا, la pandémie, et j'espère que on retrouvera nos réflexes normaux dans les prochains jours. Allah yarham li matou, et bonnes vacances et à très bientôt, Inch'Allah. C'est bon, Sarah, merci.